page qu'il écrit sur Averroès, il n'est pas tout entier négatif. Il est celui, Renan, qui écrit que, évidemment, si Averroès avait, comme on l'a prétendu, défendu la thèse de l'unicité de l'intellect et de sa séparation et de son éternité, alors ses œuvres mériteraient de figurer dans les annales de la démence et non pas dans celles de l'histoire de la philosophie. Autrement dit, non, Averroès n'a jamais défendu cela. Au contraire, il a eu l'intuition de quelque chose comme une unité de la raison humaine. À quoi, semble dire Renan, nous aussi nous devons croire. Donc, de ce point de vue, Renan est fasciné par l'homme Averroès. Mais par ailleurs, il condamne un grand nombre de ses lectures et de ses attitudes dans son rapport à la pensée grecque, et encore plus chez ses partisans latins, chez qui, alors là, il n'y a plus rien de bon à sauver, parce que ces hommes ne font que répéter une pensée qu'ils ne comprennent pas et ne produisent plus rien qui vaille. Donc là encore, le rapport de Renan à Averroès est un rapport un peu ambigu. Il faudrait presque faire une émission complète là-dessus pour le régler. Et alors vous venez, et ce sera avec plaisir, et les auditeurs vous en sauront gré. يا ليتني لغتي لأعرف ما ثوى في القلب أفسح كل ما عندي Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Jean-Baptiste Brenet. Jean-Baptiste Brenet est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il enseigne la philosophie arabe. Nous parlons encore du fantasme, d'Averroès et de l'espace potentiel. Dans cette dernière partie, ce sont les répercussions de votre œuvre à vous, à la fois comme un lecteur attentif et un avéroïste, tout aussi accompli, permettez-moi de le dire. Et quel est du coup le message réactualisé, contemporain de cette lecture où vous remettez en place le fantasme, hormis ses implications psychanalytiques, mais plutôt dans ses implications et ses incidences philosophiques? Je pourrais dire plusieurs choses, mais la première, d'abord, d'un point de vue théorique, la réflexion d'Averroès sur le fantasme, sur cette médiation du fantasme, ne me paraît pas mineure. C'est-à-dire que, évidemment, je ne crois pas qu'il faille s'y intéresser seulement d'un point de vue historique, pour rendre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. Non, il me semble que la doctrine qu'élabore, la centralité qu'Averroès reconnaît au fantasme, est, d'un point de vue théorique, très féconde. Je veux dire que je tiens à l'idée, qui peut-être n'est pas très à la mode, de l'humanisation, de cette question de l'humanisation. Je tiens, qui est importante, c'est assez banal, assez simple de le poser, mais enfin, il s'agit parfois de réactualiser des choses qui semblent bien connues. Je tiens à l'idée que l'intelligence soit un objectif, que l'intelligence ne soit pas une donnée sans qu'il faille s'interroger sur les conditions de son exercice. Et pardon Jean-Baptiste Brenet, pour savoir si j'ai bien compris moi-même, est-ce que dans ce cas le fantasme est une sorte d'intermédiaire entre le sens et l'intelligence? Oui, c'est exactement un intermédiaire, mais si vous voulez, ça n'est pas un intermédiaire qui simplement, contrairement à ce que j'avançais peut-être au début, nous donne des matériaux, nous donne des objets. L'idée d'Averroès est beaucoup plus forte que cela. Dans le petit livre que je viens d'écrire, j'insiste par contraste sur un terme arabe important du Coran qui est le terme samad, qu'on attribue à Dieu. Dieu dans la sourate... Un apax dans le Coran, parce absolument, qu'il n'apparaît qu'une seule absolument. fois, et Dieu, qu'on n'arrive pas à traduire. Voilà, dans la sourate 112, est défini comme samad. On a beaucoup de mal à le traduire. Et le terme, étymologiquement, désigne quelque chose de plein, quelque chose de massif, quelque chose de dense sur quoi l'on peut s'appuyer. Et d'impénétrable. Donc le terme est très riche, parce que c'est le pourvoyeur vers qui tout le monde doit venir pour trouver de l'aide. C'est le point d'appui. Mais je m'y suis intéressé à ce terme parce que, par contraste, il sert à désigner la place de l'homme. C'est-à-dire que précisément Dieu,
s'il est le plein, trouve face à lui l'homme qui a comme caractéristique, selon Averroès et d'autres penseurs arabes, d'être originairement vide. L'homme est un être à nouveau, disons, paradoxal, pour reprendre ce terme que j'ai beaucoup utilisé, parce qu'il est, pour les Arabes, le sommet de la nature, mais sa supériorité se marque à l'existence en lui, à l'intime de son être, d'une sorte de creux, d'une sorte de pure puissance qu'est son intellect. Il est important de rappeler cela et de comprendre cela parce que cette puissance, ce creux, ce trou qu'il va s'agir de remplir, et le remplissage de ce vide n'est rien d'autre que la vie de l'homme, ce remplissage ne peut se faire que par le fantasme. Et c'est cela le point de vue théorique qui m'intéresse, parce que cela confère au fantasme, à la cogitation, au fikr, une dimension qu'on pourrait dire d'un mot un peu lourd, technique, une dimension ontologique, c'est-à-dire une dimension qui concerne l'être même de l'homme. C'est-à-dire qu'il en va dans le fantasme de l'être même de l'homme. L'être même de l'homme, c'est son intellect, mais c'est dans le fantasme que se joue la substantialisation de cet être même. C'est le premier point théorique qui m'intéresse et qui peut nous donner un objet de réflexion contemporain. Le deuxième point, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand on considère les attaques que la latinité a formulées brillamment, de façon assez géniale, contre le système d'Averroès, on se rend compte qu'on a élaboré quelque chose comme une doctrine prémoderne de la subjectivité, en insistant sur le fait que c'était cet homme-ci, que c'est chaque individu qui pense, qui fait usage de son intelligence, et que le système d'Averroès vient menacer cette possession personnelle de l'intelligence. L'intérêt de la lecture que je propose, me semble-t-il, d'Averroès, centrée sur le fantasme, c'est de montrer que Averroès, pas moins d'ailleurs que les penseurs arabes, ne nie aucunement cette dimension personnelle de l'intelligence, mais qu'il place dans le fantasme l'espace de cette personnalisation de l'intelligence, l'espace de cette appropriation, de cette acquisition de l'intelligence. Et, dernier point qui m'occupe beaucoup, cette acquisition, bien qu'elle revête une dimension tout à fait singulière, individuelle, parce qu'elle correspond à ma vie propre, et qu'au fond je viens loger dans les concepts que j'acquiers les traces de ma vie même, cette acquisition, en même temps, revêt une dimension collective. C'est ce sur quoi je termine à la fin et qui me séduit beaucoup dans la pensée d'Averroès, c'est l'idée qu'au fond, il n'y a pas de pensée sans fantasme et qu'il n'y a pas de fantasme simplement individuel. Que toute activité fantasmatique de l'individu enveloppe, appelle, englobe la fantasmatique venue d'ailleurs, une fantasmatique globale, une fantasmatique terrestre. Je termine sur l'idée d'une géographie de l'esprit, et la plus belle thèse d'Averroès peut-être, c'est qu'il n'y a pas de philosophie possible ici, si l'on ne suppose pas qu'elle s'exerce aussi là. Ou, pour le dire autrement comme les latins le reformuleront, les latins favorables à Averroès, il n'y a pas de philosophie possible au nord s'il n'y a pas de fantasmatique au sud. Nous avons besoin des fantasmes venus d'ailleurs, de toutes sortes de fantasmes, sans quoi l'humanité, menacée qu'elle est de disparition, s'effondrerait et la nature serait vaine. Oui. Jean-Baptiste Brunet, à plusieurs reprises, vous avez parlé des penseurs arabes, de la philosophie arabe. Averroès est lui-même de souche arabe, mais est-ce qu'il y a là, ce sont des penseurs d'expression arabe d'une manière générale, ou vous la restreignez uniquement aux penseurs arabes? Parce que si nous allons un peu plus vers l'est, il y a des penseurs de l'ère, cette fois-ci AIRE, perse. Et si tout en vous écoutant, je pense à la notion de l'imaginal, et donc ce serait ce topos, ce lieu où les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent. Il y a quelques résonances avec la pensée avéroïste ou pas? Alors il me semble qu'il y a beaucoup de résonances. C'est un sujet qui n'est pas travaillé. Pour répondre à votre première question, je prends arabe en un sens très large, plutôt linguistique et non pas du tout ethnique. Donc la pensée que j'appelle arabe, en fait, englobe bien des penseurs qui peuvent écrire aussi finalement en persan ou dans d'autres langues et qui ne sont pas d'ailleurs strictement musulmans.
Y a-t-il des résonances avec l'imaginal sur lequel Corbin a beaucoup écrit ?